De Foucault à Simondon, le génie génétique du savoir. Quel titre! Bonjour Rémi Jarda. Bonjour Jean-Philippe Denis. Rémi Jarda, Université d'Évry, Paris-Saclay. Le génie génétique du savoir. Bon, ça renvoie, pour faire simple, à un gros mot, c'est le mot d'épistémologie. C'est ça? C'est quoi l'épistémologie? Voilà. Alors, déjà, on va dire ce que c'est pas, pour rassurer les doctorants, les aspirants-chercheurs. L'épistémologie, ça n'est pas une prison, ça n'est pas un exercice de style qui contraint à adopter des positionnements prédéfinis par d'autres et d'y rester enfermé. Ça n'est pas uniquement le chapitre le plus creux de votre thèse, mais au contraire, ça peut être un moteur d'innovation dans le savoir en gestion. Ça peut être un ouvreur de liberté. Et puis, donc, qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée de génétique? C'est que dans l'épistémologie, il y a deux branches. Comme disait un philosophe qui s'appelait Bouvresse, il y a l'épistémologie de la vérification. Donc là, est-ce qu'on dit vraiment que des bêtises ou est-ce que ce qu'on dit, c'est un petit peu vérifiable, critiquable, etc. Puis il y a aussi l'épistémologie génétique, c'est-à-dire dans quelle direction le savoir progresse? Qu'est-ce qui va faire qu'on génère de nouvelles connaissances ou pas? Donc c'est en ce sens-là que je veux parler de génie génétique, c'est de temps en temps, notre savoir a peut-être tendance à tourner en rond, à stagner un peu. On fait toujours plus de la même chose. Donc si on veut, on a plein de mots différents, plein de concepts qui ont l'air différents. Mais finalement, c'est toujours les mêmes. Donc si on veut hériter de faire toujours les mêmes, c'est comme pour une cellule qui fabriquait toujours les mêmes protéines. Il faut changer son génome. On fait des greffes génétiques. On fait donc ce qu'on appelle du génie génétique. Eh bien là aussi, on pourrait tenter d'y réfléchir. Donc si vous voulez, comment faire des OGM intellectuels et regarder ce que ça marche. Bon, ça ne marche pas toujours, mais ça vaut le coup d'essayer. J'ajouterais que ça ne concerne pas que les doctorants ou les étudiants en thèse, etc. Ça concerne aussi les professionnels. L'entreprise est un lieu de création de connaissances. À mon sens, le manager est un épistémologue permanent, parfois sans le savoir, comme M. Jourdain fait de la prose. Mais en permanence, il peut être souvent amené à se dire, surtout s'il entre un peu dans la zone de l'inhabituel, mais finalement, le diagnostic que je fais, est-ce qu'il est vraiment fondé? Est-ce que les a priori que j'ai sur les gens sont toujours valables? Est-ce que les a priori sur les choses aussi? Que veulent dire vraiment mes systèmes? Tout ça, c'est une forme d'épistémologie ordinaire, de la même façon qu'on peut dire qu'il y a une psychologie ordinaire. Et ça me paraît très important. Donc oui, c'est un mot affreux, mais il peut être vraiment utile pour tout le monde. De très grands auteurs à méditer. Simondon d'abord. Alors, oui, alors proposons, Simondon, l'idée c'est quoi? C'est que, pour reprendre une métaphore du Moyen-Âge, on va se hisser sur les épaules des géants, donc c'est plus facile, et même si on est moins grand qu'eux, ça nous permet de voir très très loin. Alors Simondon, c'est un philosophe de l'après-guerre qui s'inscrit dans toute une tradition française d'histoire du savoir, de regarder ce que c'est que des obstacles épistémologiques, que des transitions, donc à la Coiré, à la Bachelard, etc. Et l'autre auteur qu'on verra tout à l'heure aussi. Un des intérêts qu'il y a, c'est un esprit complètement polyvalent, et donc il a réussi à faire le tour du savoir de son temps, et je peux vous dire que même quand il parle de physique quantique, il ne dit pas n'importe quoi. De quoi s'aperçoit-il? Il s'aperçoit qu'il y a des schémas de pensée extrêmement divers pour aborder toutes ces régions de la réalité. Et ces schémas de pensée, il réussit à les théoriser et à les appliquer à des choses très différentes. Et donc, il a un ouvrage très connu qui s'appelle « Du mode d'existence des objets techniques », dans lequel il va appliquer à des objets techniques, par exemple, des schèmes de pensée qu'on avait adoptés pour le vivant. Et il va développer plein d'autres choses. Je donne quelques exemples qui sont vraiment, pourraient être utiles pour la gestion. Par exemple, la vision binoculaire. Qu'est-ce qui fait que la vision binoculaire provoque chez nous le relief? C'est parce que finalement, on voit la même chose sous deux angles différents, mais en même temps. Donc il y a une disparité dans les données qui s'impriment sur chacune de nos rétines. Lui, il va appeler ça la disparation. Et le schème de disparation, mais on en a très souvent en gestion. Regardons la comptabilité double inventée par les banquiers italiens. Actif, passif, deux regards sous un angle légèrement différent sur la même réalité, mais quelle puissance ça nous donne en contrepartie. Les produits, les marchés chez Ansoff. Voilà, exactement. Ou aussi, d'autres théories plus récentes, comme les collègues de l'école des mines, la théorie CK, par exemple. C'est à nouveau un schème de disparation. Alors, en être conscient, c'est intéressant, puisqu'on peut voir aussi que, parfois, ce qu'on croit être la vérité de notre théorie, c'est juste la commodité que permet le schème. Donc, c'est ce qui nous permet de regarder nous-mêmes ce qu'on fait et de savoir comment aller plus loin ou ne pas aller plus loin. J'ai le temps de donner d'autres exemples? Bien sûr, allez-y. Alors,
L'exemple qui revient tout le temps et qu'avait vu Simondon aussi, mais celui-là peut-être justement, il faut penser à ne plus faire que celui-là, c'est évidemment le schème cybernétique. Donc entrée, action, rétroaction, etc. Donc en sciences humaines, des gens comme Václavic l'ont largement utilisé. Edgar Morin, dans la méthode, finalement, il applique un schème cybernétique à l'ensemble des choses qu'il voit. Tout ça pour penser à un concept fondamental, que met en avant Simondon, qui est la métastabilité. C'est-à-dire que les choses sont à la fois une certaine durée, mais en même temps, elles peuvent changer. Donc, quelque part, c'est le compromis entre la structure et le changement. Et on sait à quel point c'est important pour nous en sciences humaines et en sciences de gestion. Alors, l'intérêt de la diversité des schémas de Simondon, c'est que justement, on se rend compte qu'il y a d'autres schèmes de pensée possibles, et par exemple d'autres que celui du cybernétique. Par exemple, aux frontières du vivant et du non-vivant, il se passe des choses. Et avec la science de son temps dans ce domaine, Simondon va penser à un truc incroyable qu'il va appeler l'individuation. Dans nos sciences, on oppose toujours l'individu, le collectif. Lui, il propose de regarder avant l'individu, l'infra-individuel. Qu'est-ce qui fait que des choses éparses commencent à faire une espèce de système et devenir un individu par lui-même, avec plusieurs schémas, je n'ai pas le temps de détailler ici, possibles. Et ça, par exemple, regardons un système d'information dans l'entreprise qui va avoir tendance à s'autonomiser par rapport à ses concepteurs, ses créateurs, ceux qui en ont les composantes. Utiliser les schèmes de Simondon, ça peut être très utile pour le faire. Je termine par peut-être le plus osé des schèmes de Simondon, c'est l'idée du transindividuel. Alors le transindividuel, c'est une idée qui lui vient lorsqu'il étudie la biologie à la frontière entre les êtres unicellulaires et les êtres polycellulaires. Et là, il se passe des choses incroyables qui lui donnent le moyen de rendre intelligible ce qui se passe, par exemple, quand se crée un certain nombre de consciences collectives. Donc, alors peut-être que là, il retrouvait la conscience de classe, de Marx, j'en sais rien, mais pensons qu'il y a des consciences collectives aussi qui se font au sein de la gouvernance du CAC 40, par exemple. Et surtout, donc ce schème transindividuel qui permet d'aller au-delà de la dichotomie individu-collectif, mais de comprendre pourtant qu'il y aura toujours une espèce de tendance à traverser cette frontière, il est partout. Le fait que, par exemple, vous et moi, nous puissions échanger, partager un savoir commun, nous comprendre, même si nous sommes très différents et chacun dans notre cervelle, le fait que le spectateur qui nous regarde là est peut-être un peu choqué par ce que je raconte et que ses neurones miroirs s'activent en miroir des miens pour déclencher l'apprentissage, ça c'est du transindividuel. Donc je ne détaille pas le concept ici, mais ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Donc pas dans l'individuel, pas dans le collectif, quelque chose d'autre. Donc ça c'était quelques exemples, et il y en aura d'autres. Bon. Un autre grand auteur, c'est Michel Foucault. Je vous retrouverai pour une prochaine émission pour l'évoquer. Merci Rémi Jarda. Merci Jean-Philippe.